Bonjour, bienvenue dans Dimanche en politique. L'Ukraine s'invite dans la campagne présidentielle. La guerre va durer, a averti Emmanuel Macron. Les troupes russes sont depuis 4 jours en Ukraine. En France, des débats sont prévus la semaine prochaine à l'Assemblée nationale, au Parlement européen aussi. Et notre invité aujourd'hui est Yannick Jadot. Bonjour. Bonjour. Candidat Europe Écologie Les Verts à la présidentielle et député européen aussi. Vous avez multiplié les déclarations autour de l'Ukraine ces derniers jours. Vous avez même fait de l'Ukraine le cœur de votre campagne, il faut bien le dire. On va y revenir assez longuement. Et hier, des rassemblements en soutien aux Ukrainiens ont eu lieu un petit peu partout en France. Vous étiez de nouveau place de la République à Paris, comme jeudi dernier d'ailleurs. Est-ce que vous appelez d'ores et déjà à d'autres rassemblements ou d'autres initiatives pour les jours qui viennent? Il faut soutenir le peuple ukrainien. Il est aujourd'hui héroïque. Il se bat pied à pied dans les rues, dans les villages, dans les villes, à Kiev, contre l'invasion militaire russe qui veut simplement mettre à bas. Je dis qu'il faut trouver tous les moyens, tous les gestes de solidarité, parce que évidemment les Ukrainiens regardent la télé, écoutent la radio, ils voient si les Européens et plus largement les démocrates dans le monde les soutiennent. Ça, c'est un élément important. Et puis surtout, c'est aussi un élément important dans la discussion que nous avons au sein de l'Union européenne. Le fait qu'il y ait une mobilisation des citoyens en soutien aux Ukrainiens, à leur héroïsme et contre l'invasion militaire d'un dictateur, Vladimir Poutine, c'est aussi un moyen de pression pour les gouvernements pour que les sanctions soient massives et qu'on obtienne le retrait des troupes russes d'Ukraine. Parmi les gestes de solidarité envers les Ukrainiens, il y a ceux qui fuient leur pays. Il faut les accueillir sans condition. Bien sûr, bien sûr. Je vois que le réseau des maires écolos, et ça va au-delà des maires écologistes, mettent en place aujourd'hui des capacités de soutien, des liens avec les villes ukrainiennes. Donc ça doit être sans limite. Bien sûr. Là aujourd'hui, il faut comprendre que cette affaire nous concerne au plus près. C'est la sécurité, la paix et la démocratie qui sont menacées sur le sol européen. C'est un dictateur qui ne sait plus s'arrêter, qui a mis en place un gouvernement fantoche en Biélorussie, quand les Biélorusses voulaient la démocratie, qui a envahi partiellement la Géorgie, quand il voulait la démocratie, et qui n'a qu'un seul combat, Vladimir Poutine. La démocratie, évidemment, dans son pays, la démocratie en Ukraine, il veut taper, il veut sanctionner, il veut mettre à bas la démocratie dans son pays comme à ses frontières. Pour revenir à l'accueil des Ukrainiens, il y a des mots parfois bizarres. Regardez, Jean-Louis Bourlanges, député MoDem, qui a été député européen aussi, estime qu'il faut les accueillir, les Ukrainiens, parce que ce serait une immigration de qualité dont on pourra tirer profit. Ça vous choque ? Oui, j'aime pas le côté utilitariste des réfugiés. Un réfugié, une réfugiée, c'est une femme, un homme qui est menacé de mort, quelle que soit son origine, qui subit la persécution, et donc il mérite toutes et tous quelle que soit son origine. Bien sûr, c'est ça le principe des conventions des Nations Unies, c'est les engagements qu'ont pris tous les pays européens. Une personne menacée de mort, une personne persécutée peut demander le droit à l'asile sur le sol européen. Malgré des analyses divergentes, tous les candidats en tout cas ont pris position pour condamner la Russie. Françaises, Français, mes chers compatriotes, cette nuit, la Russie a engagé une attaque militaire massive contre l'Ukraine. Jeudi nous parviennent des images et des sons d'une guerre toute proche. Conseil de défense, OTAN, ONU, le président français à la tête de l'Europe se rend compte que la désescalade n'est plus à l'ordre du jour. J'ai eu un échange franc, direct, rapide avec le président Poutine. Ça n'a pas produit d'effet, vous le voyez bien pour le moment, puisque le président russe a choisi la guerre. Si la condamnation est unanime chez les candidats à la présidentielle, tous font entendre leur petite musique. Il n'est pas acceptable qu'une armée franchisse une quelconque des frontières de l'Europe. Nous n'avons hélas rien fait pour éviter cette escalade. Je dis nous, car nous sommes tous responsables. Je crois qu'il n'y a de solution que diplomatique. Notre fermeté et notre solidarité doivent immédiatement se traduire par des sanctions d'une ampleur exceptionnelle. Cette attaque doit être l'occasion d'un électrochoc pour l'Europe. Je serai bien sûr aux côtés de la diplomatie française et du chef de l'État. Pendant ce temps, au Parlement résonne l'appel du président de la République à l'unité nationale. Je sais qu'au-delà des divergences qui vous opposent légitimement, le Parlement saura répondre dans l'unité autour des principes fondamentaux inscrits dans notre Constitution. Circonstance exceptionnelle donc, un débat parlementaire à venir et déjà 2 anciens présidents à l'Élysée. La seule voie possible, c'est la diplomatie.
Car l'alternative à la diplomatie, c'est la guerre totale. Il faut encore renforcer les sanctions, et ce que j'ai dit au président Macron. Des sanctions qui auront des conséquences sur la vie quotidienne. Cela, les Français l'ont déjà bien compris. Je ne sais pas où on va aller, mais on va avoir des gros soucis pour pouvoir boucler les fins de mois. Yannick Jadot, il y a un cran supplémentaire qui a été franchi dans les sanctions économiques contre la Russie. L'Union européenne vient de décider de couper Switch, la plateforme d'échange de financement entre la Russie et les pays occidentaux. Est-ce que ça va suffire ou est-ce qu'il faut aller vers d'autres mesures et quoi précisément ? Il faut être absolument intransigeant et d'une brutalité totale sur le patrimoine et tous les comptes bancaires des oligarques russes en Europe. Mais SWIFT, est-ce que ça suffit, SWIFT ? SWIFT, ça va évidemment dans le bon sens. Les dernières annonces sur la façon de bloquer le refinancement de la banque centrale russe va aussi dans le bon sens. Il faut évidemment sortir, parce que ça a été le choix de Vladimir Poutine, la Russie de toute la communauté internationale, de toutes les instances internationales, de toutes les conférences et même des événements sportifs. Ça peut paraître symbolique, mais à un moment donné, et vous voyez aussi le courage de milliers de Russes qui défient la répression en Russie pour condamner l'invasion. Et puis, aujourd'hui, je l'ai dit, il y a des Ukrainiennes et des Ukrainiens qui se battent dans la rue. J'en discute souvent avec des Ukrainiens, y compris à Paris, qui disent les citoyens qui se battent dans la rue n'ont même pas un gilet pare-balles. Alors justement, est-ce qu'on peut leur envoyer un gilet pare-balles ? Justement, Yannick Jadot, parce que vous avez défendu l'idée dès jeudi d'envoyer des armes défensives en Ukraine pour armer la population, pour armer l'armée. Déjà pour armer l'armée, vous savez qu'ils ont besoin de lance-roquettes sur les chars, ils ont besoin de batteries sol-air de batteries antimissiles, Mais vous dites qu'il faut aussi parce que Vladimir Poutine est en train de réaliser des crimes de guerre. Il bombarde les populations civiles. Est-ce qu'il faut aller jusqu'à armer les gens ? Moi, je pense qu'il faut les aider à avoir des gilets pare-balles, à avoir des casques. Le gouvernement ukrainien s'est vu attribuer des fonds, à lui de décider comment il organise, y compris sa défense civile. Mais aujourd'hui, nous devons aider l'Ukraine à la fois par des sanctions massives et par l'appui. Je veux dire, ce sont des citoyens qui défendent la liberté et la démocratie en Europe. Mais vous imaginez les civils armés, c'est une guerre civile dans le pays qui se passe ? Non, pour l'instant, c'est pas une guerre civile. Ça pourrait l'être. Quand on arme des civils, vous voyez ce qui se passe. C'est un pays qui se mobilise face à un agresseur, Vladimir Poutine. Il n'y a pas de risque de guerre civile. Vous savez, ça fait tant d'années qu'on connaît Vladimir Poutine. Alors, il y a eu beaucoup de complaisance dans la politique française. Mais Vladimir Poutine, il a massacré les Tchétchènes. Il a bombardé les populations civiles syriennes. Il a annexé la Crimée. Nous savons ce qu'il fait à ses opposants. Et aujourd'hui, il veut simplement mettre à bas une démocratie et un peuple qui n'aspire qu'à vivre en liberté. Quand vous avez dit qu'il fallait envoyer des armes en Ukraine, vous avez rompu avec quand même une philosophie des écologistes. Parce que les écologistes, c'est quoi ? C'est l'antimilitarisme, c'est la dénucléarisation, c'est le désarmement. C'est ça l'histoire de l'écologie. Oui. Vous assumez ce tournant ? Bien sûr. C'est un tournant. C'est pas un tournant. Moi, je considère être un pacifiste. Avec des armes. Mais à un moment donné, quand vous avez des populations civiles, une armée qui se bat contre un envahisseur pour défendre sa liberté, évidemment, je veux dire, moi je ne souhaite pas qu'on se retrouve dans la situation de la guerre d'Espagne en 1936, où on a laissé les républicains mourir face aux fascistes. Donc à un moment donné, vous assumez en tant que candidat à la présidentielle. Je l'assume parfaitement. Et vous pensez que c'est partagé chez tous les écologistes d'Europe Écologie Les Verts ? Là, nous avons évidemment des réunions pour prendre des positions, mais c'est unanime. Partagé. C'est partagé, mais pas unanime. Mais si, c'est très largement, c'est très partagé, c'est très consensuel. La question n'est pas d'aller faire la guerre en Russie. La question n'est pas pour l'Ukraine d'envahir la Russie. Le seul sujet aujourd'hui, c'est vous avez des dizaines de milliers, des millions d'Ukrainiens qui se battent pour leur liberté, qui se battent pour la démocratie. C'est pas arrivé depuis des décennies sur le sol européen. Et donc, il faut aider les Ukrainiens parce qu'ils sont la première ligne. Il ne faut pas imaginer que Poutine va envahir l'Ukraine, mettre un gouvernement fantoche, emprisonner ou exécuter les opposants et qu'il va s'arrêter là. Il veut faire sur toutes ses frontières et au-delà. C'est le risque, en effet. En retour, la Russie menace de rétorsions économiques, avec le risque de voir les prix du pétrole, du gaz, du blé, de l'uranium
Augmenter, ça veut dire toucher le quotidien des Français. Oui. Ça vous inquiète ou c'est secondaire? Non, ça m'inquiète évidemment, et il faut déjà travailler à protéger tous les secteurs économiques français. Ça peut être des aides, ça peut évidemment, on l'a fait pendant la Covid, on peut parfaitement soutenir des secteurs économiques qui seraient impactés. On le sait pour nos agriculteurs. Donc un nouveau quoi qu'il en coûte. Oui, enfin, c'est pas forcément de la même ampleur, on n'est pas dans la même situation, mais il est évident qu'il va falloir aider les Françaises et les Français. Et les agriculteurs, quand je demande, bah oui, on voit le prix du blé qui a explosé. Il avait déjà explosé à cause du dérèglement climatique. On voit les prix de l'énergie qui potentiellement vont augmenter. Pourquoi on se bat, nous, les écologistes, depuis tant d'années pour réduire notre dépendance vis-à-vis du gaz, du pétrole ou de l'uranium? C'est justement parce qu'on veut construire notre souveraineté, on veut construire notre solidité par rapport à ces marchés internationaux. Au-delà du fait que c'est indispensable pour le climat, mais c'est indispensable pour le pouvoir d'achat, c'est indispensable pour notre souveraineté. Et donc on tient, nous, tous les bouts. Et ça fait tant d'années qu'on se bat. Et encore, vous vous souvenez, on a eu ces débats il y a quelques semaines sur la taxonomie européenne. Oui. Quand il y a l'alliance entre le nucléaire et le gaz pour bénéficier de soutien, quand Total est encore en train de développer des projets en Russie sur le gaz, quand ça fait des années qu'on dit attention, réduisons l'investissement sur le gaz, augmentons les investissements sur les énergies renouvelables, et puis surtout, investissons massivement sur l'efficacité de nos bâtiments, sur l'isolation de nos logements, ça réduira les factures d'énergie des Françaises et des Français et des Européens. En attendant des mesures immédiates, c'est ce que vous disiez. Des mesures immédiates. Dans le contexte, absolument, dans le contexte actuel, la France, il faut s'y Macron, préparer. Ce qui est irresponsable, c'est de ne pas anticiper. Emmanuel Macron, gouverner, c'est prévoir. Et là, gouverner, c'est prévoir. Emmanuel Macron, il anticipe. Sur les possibles impacts sur notre économie, sur certains secteurs, j'imagine qu'il les anticipe et c'est très bien. Emmanuel Macron est président de l'Union européenne. Oui. Je fais simple en le disant comme ça, il est à la tête de l'Union européenne. Ça vous rassure que ce soit la France à la tête de l'Union européenne dans ce contexte ? Écoutez, c'est à partir du moment où le président de la République a choisi de maintenir la présidence française pendant une élection européenne, ça nous a mis collectivement en difficulté. Ça met l'Europe en difficulté parce que d'ici la semaine prochaine, le président est forcément officiellement candidat. Il est déjà candidat. Et du coup, sa capacité à présider le Conseil de l'Union européenne dans ce moment-là en est forcément réduite. Moi, ce que je souhaite, c'est que le président de la République sorte de la stratégie qu'il a eue ces derniers mois, qui est au fond de vouloir gérer seul la relation avec Poutine, avec du tutoiement, avec une forme de naïveté. Je souhaite qu'aujourd'hui, ce soit l'Union européenne qui soit ferme et unie et qui pèse face à Vladimir Poutine. Donc avec quelqu'un d'autre qu'Emmanuel Macron. Non, mais il est obligé de le faire. Ouais. Et il faut qu'il parle au nom de l'Europe et pas de la France. Il faut qu'il parle au nom de l'Europe et pas de la France. Il faut que tous les responsables politiques soient unis derrière ces positions de l'Union européenne pour faire reculer Vladimir Poutine. C'est ça la priorité absolue. On est à J-42 du premier tour d'élection présidentielle. 8 candidats sont désormais sûrs d'être sur la ligne de départ, dont vous, depuis la semaine dernière, et la campagne continue qu'à un quart. Le défi, reprendre son souffle et repartir en campagne, sans perdre de vue le compte à rebours, sans oublier l'actualité. Dans l'hémisphère sud, Jean-Luc Mélenchon est venu remercier ses soutiens réunionnais, mais aussi les Républicains qui l'ont parrainé. Nous sommes heureux et soulagés. Je veux remercier le président du Sénat, Gérard Larcher, le président de l'Union des maires de France, David Linard, maire de Cannes, qui soutient Madame Pécresse, mais qui m'a parrainé. Et le candidat désormais officiel de conclure. Et par conséquent, vive la République, vive la paix. Merci. La guerre, la paix, Éric Zemmour a sa façon de relativiser. Il y a la guerre en Europe, mais il n'y a pas la guerre en France. Et la France, nous devons respecter les Français, nous devons respecter la démocratie. Et il me semble qu'il faut aller voir les Français, continuer à aller voir les Français, en parler. Et ici, retrouver le terrain, c'est d'abord engranger les parrainages qui lui manquent. C'est tout simplement honteux. Même souci pour Marine Le Pen, qui n'a pas attendu la guerre en Ukraine pour suspendre sa campagne et se consacrer à la chasse aux signatures. On se retrouve dans une situation où les candidats qui sont au-dessus de 10% galèrent pour avoir les parrainages et les candidats qui sont à 1 ou 2% les ont sans problème. Pour renouer avec la chaleur de la campagne, Fabien Roussel est revenu sur ses terres du Nord parler retraite et jours heureux. Pouvoir aller à la pêche de temps en temps, se promener, distribuer des tracts, c'est tout ça, la retraite à 60 ans.
Enfin, pour dérouler son programme et reprendre le cours, la candidate LR devait d'abord déminer le dossier Fillon. C'est fait. C'est l'honneur de la France. Je ne sais pas si vous êtes au courant, mais François Fillon vient d'annoncer sa démission des conseils d'administration des 2 entreprises russes dans lesquelles il siégeait. Et je crois que c'est une décision qui l'honore. Anne Hidalgo affiche quant à elle fièrement le drapeau ukrainien dans son dernier meeting, la liberté comme argument de campagne. Yannick Jadot, les parrainages, vous les avez. Tout le monde ne les a pas. Est-ce que vous seriez prêt à donner votre parrainage à un candidat qui ne les a pas ? Écoutez, je vais voir, il reste encore quelques jours, effectivement, du côté de Christiane Taubira ou Hélène Touy, s'ils étaient vraiment à quelques parrainages. Elles sont toutes les deux très loin, il va falloir choisir entre l'une ou l'autre. Hein. Eh bien écoutez, on verra. Vers qui va votre préférence ? On verra à ce moment-là. Non, je trouve que ce sont 2 candidatures qui servent la démocratie, qui servent la liberté. Christiane Taubira n'a pas d'ambiguïté sur la Russie. Elle a mené des combats. Hélène Touy, le parti animaliste, vous savez que c'est une cause que nous partageons. Donc on verra dans les jours qui viennent. Ça pourrait être ces deux-là. Voilà. Mais Christiane Taubira, finalement, est-ce que vous ne souhaiteriez pas qu'elle abandonne tout de suite et qu'elle vous rejoigne ? Et si, je lui ai déjà dit que si sa campagne ne devait pas pouvoir se dérouler comme elle le souhaitait, elle est évidemment bienvenue dans notre démarche, dans notre campagne. Vous en discutez ? Parce que vous en discutez, c'est prématuré. C'est prématuré. Elle a 128 parrainages, il en faut 500, elle les aura pas. Écoutez, c'est prématuré. Ils sont en train de se battre pour les avoir. Je les laisse faire ce travail, cette dynamique, et on verra si ça devait pas avoir lieu. Nous serions évidemment très heureux d'avoir Christiane Taubira à nos côtés. Eh bien, nous, on est très heureux d'accueillir maintenant Astrid de Villaine, chef du service politique du HuffPost. Bonjour Astrid. Bonjour Francis. Bonjour Yannick Jadot. Et pour commencer votre carte blanche, on va parler d'un candidat qui ne l'est pas, mais dont on sait qu'il l'est déjà, Emmanuel Macron, bien évidemment. Oui, puisque cette crise du Covid, finalement, la campagne présidentielle, est perturbée par la crise du Covid au mois de janvier. En février, c'est désormais la guerre en Ukraine qui perturbe la campagne. Beaucoup de candidats changent leur campagne en fonction de cette actualité. Vous-même, vous avez annulé votre déplacement à Clermont-Ferrand vendredi. Et Emmanuel Macron, en effet, il n'est pas candidat officiellement à l'heure qu'il est. Il avait d'ailleurs lié sa déclaration de candidature potentielle à l'amélioration de la situation internationale. Est-ce qu'à vos yeux, il a fait une erreur d'analyse ? Écoutez, personne ne pouvait prévoir totalement la violence, la brutalité de l'invasion russe. Il y a quand même des services de renseignement qui l'annonçaient, des responsables politiques qui l'annonçaient. Nous-mêmes, nous alertions sur la volonté absolue de Vladimir Poutine de tuer la démocratie dans son pays comme en Ukraine. Donc voilà, maintenant, si vous voulez, une campagne présidentielle, c'est aussi un moment de vérité, au-delà de la présentation des projets et de toutes nos mesures. C'est aussi un moment de vérité sur la relation des candidats à la démocratie, sur la relation à l'Europe, sur la relation à la politique étrangère, parce que finalement, un président de la République, c'est aussi tous ces dossiers-là. Et on voit qu'aujourd'hui, ça va clarifier beaucoup de choses dans cette campagne présidentielle. Est-ce que justement, on va réussir à parler d'autres choses, à parler d'écologie, à parler de pouvoir d'achat ? Est-ce que ça ne va pas tout écraser ? Je crois pas, parce que, y compris, on en a discuté dans la première partie, quand on parle de notre dépendance aux énergies fossiles, on parle du climat. Nous, ça fait quand on se bat depuis tant d'années en France et en Europe pour réduire les consommations de gaz des familles grâce à un programme d'isolation des logements. C'est lié. Quand on parle du climat et qu'on se bat au niveau européen, vous savez, vous l'avez dit. Vous l'avez dit tout à l'heure, ça. Oui, donc juste parce que climat. Vous disiez, c'est fait l'occasion de savoir qui pense quoi. Oui. Est-ce que donc pour vous, il est hors de question de décaler la campagne présidentielle à l'aune de cette crise. Non, parce que ce qui se joue sur le sol européen, ce qui se joue sur le continent européen, c'est la question des libertés de la démocratie. Donc on ne va pas remettre en cause un processus démocratique, mais c'est un débat, encore une fois, qui, moi, j'appelle à l'unité de l'ensemble des responsables politiques français, qu'ils aient été dans les compromissions les pires avec Poutine, qu'ils aient été naïfs ou qu'ils aient été dans des complaisances insupportables ces dernières années. Nous aurons le moment pour en parler dans la campagne présidentielle. Mais face à ce que vivent les Ukrainiennes et les Ukrainiens. Moi, je souhaite l'unité du pays. Je souhaite l'unité de l'Europe sur les sanctions massives. L'unité du pays, on n'y est pas. Et alors, l'unité à gauche, encore moins. Je prends par exemple, avec Jean-Luc Mélenchon, vous avez de grandes divergences sur ce conflit. Lui veut sortir de l'OTAN. Vous voulez y rester. Il est pour la neutralisation de l'Ukraine quand vous voulez armer de manière défensive les Ukrainiens. Est-ce que vous pensez que ça va rebattre
le jeu à gauche? Est-ce que certains de ces électeurs pourraient venir chez vous, inversement? Encore une fois, c'est un moment de vérité. On a eu des débats très lourds entre différentes formations politiques. Moi, je suis écologiste, entre différentes formations politiques de gauche, sur ce qu'a été la responsabilité de Poutine et d'Assad dans le massacre des populations civiles. On a des différences sur la Chine. Le Parti communiste chinois. Moi, je veux bien qu'on me parle de la gastronomie matin, midi et soir. Ça clarifie. Mais quand Là, c'est pour Fabien Roussel. quand on soutient aussi clairement le Parti communiste chinois, c'est Fabien Roussel que vous visez. Malgré le génocide ouïghour. Mais qu'on comprenne, c'est Fabien Roussel que vous visez. Ah bah écoutez, il n'a pas été le seul à ne pas voter la reconnaissance du génocide ouïghour à l'Assemblée nationale. Non, je parle vous appelez les électeurs de Fabien Roussel, de Jean-Luc Mélenchon à vous rejoindre sur cette crise? Non, mais j'invite personne. J'invite chacune et chacun à se poser dans cette campagne présidentielle. Qui ils veulent comme présidente ou président de la République. C'est, je l'ai dit, la relation à la démocratie dans notre pays. Dans notre pays. C'est la relation à l'Union européenne. Vous voyez bien l'importance de l'Union européenne sur la scène internationale aujourd'hui, que ce soit dans les crises sanitaires, la crise climatique, que ce soit les crises de démocratie et des conflits militaires. Et donc vous avez pas mal de candidats, au fond, qui veulent réduire l'Union européenne à peau de chagrin. Ben ça, c'est un enjeu important. Vous êtes satisfait de l'action d'Emmanuel Macron dans cette crise? Et je pense notamment à ces 3 derniers jours qui ont été importants sur le plan européen. Incontestablement, il semble qu'au niveau européen, il pousse toutes les mesures de sanctions dans le bon sens, tant mieux. Moi, je souhaiterais également, on peut aussi élargir, on pourrait par exemple interdire le survol du continent européen à Aeroflot, la compagnie russe. On pourrait interdire Russia Today dans notre pays, qui est un outil de propagande au service de la Russie. C'est plutôt touchy, ça, hein? Où on situe les médias étrangers, pas étrangers, c'est plutôt touchy. Hein, oui, mais ce que je veux dire, c'est que moi, encore une fois, je vise l'unité du pays et surtout l'unité de l'Union européenne. On a aujourd'hui une attaque sur le sol européen, une attaque contre la démocratie et la liberté. Ça nous concerne toutes et tous. Est-ce qu'on pourrait voir aussi, à l'aune toujours cette recomposition politique à gauche, une sorte de rapprochement avec Anne Hidalgo, hein? On vous a vu, vous êtes exactement sur les mêmes lignes pour défendre l'Union européenne. Moi, j'ai dit, dans cette campagne, j'ai 3 priorités. Le climat, la biodiversité. Et on voit aujourd'hui les questions de justice sociale et de démocratie. Je n'en bougerai pas. Alors effectivement, quand on dit, vous voyez bien que, moi je suis écologiste, quand on dit la gauche, vous voyez bien qu'à un moment donné, ça serait bien de redéfinir la gauche, y compris dans son rapport à l'Europe, dans son rapport à la démocratie. Et moi, je suis pour la démocratie à Paris, je suis pour la démocratie à Kiev, à Moscou et dernière question d'Astrid. On a vu que Ségolène Royal, ancienne candidate à la présidentielle socialiste, elle soutient Jean-Luc Mélenchon. Elle vous a traité de va-t-en-guerre avec Anne Hidalgo. Et elle dit que vous cherchez à vous sauver, à exister par tous les moyens et que c'est consternant. Écoutez, c'est souvent dans les critiques, on entend les gens parler surtout d'eux-mêmes. J'ai entendu Ségolène Royal effectivement dire que le problème dans le conflit qu'il y a aujourd'hui en Ukraine, c'était les armes américaines. Écoutez, je pense que là, on est un peu décalé par rapport à la réalité du monde d'aujourd'hui. Merci Astrid. Merci. Emmanuel Macron a tenu à inaugurer le salon de l'agriculture samedi, qui reste un événement incontournable pour tous les candidats présidentiels. Vous irez? Bien sûr. Vous confirmez que vous irez? J'ai déplacé, je devais y aller mardi. On a un débat au Parlement européen sur l'Ukraine. Donc j'irai jeudi. Vous interviendrez au Parlement européen? Bien sûr. Pour dire quoi? Bien sûr. Pour dire ce que j'ai dit là, que l'Europe doit être forte, ferme, unie, que c'est l'ensemble de notre paix, de notre sécurité et de notre démocratie qui s'y joue. Vous irez avec une promesse au sein de l'agriculture qui est d'assurer un revenu digne aux agriculteurs. La semaine prochaine, les négociations entre agriculteurs, industriels et grande distribution vont s'achever. On sait que c'est très tendu. Comment vous feriez concrètement pour que Michel-Édouard Leclerc paie les produits au bon tarif ou que Lactalis paie ses producteurs? Vous savez qu'on a eu un problème avec la loi Egalim, qui est censée gérer les relations justement entre les agriculteurs, ça, vous la supprimeriez? Les producteurs. Non, je la renforcerai. Ah bon? Parce qu'en fait, la loi Egalim ne permet pas aujourd'hui d'imposer que les agriculteurs, évidemment, intègrent l'ensemble de leurs coûts de production et les 10-15% supplémentaires qui leur permettent d'avoir un revenu décent. Justement, Egalim, c'est la négociation, c'est pas l'imposer. Donc il faut justement, oui, mais l'imposer avec un cadre.
Si vous voulez, on peut avoir une négociation, mais le cadre, c'est évidemment les coûts de production et c'est évidemment la marge pour que nos agriculteurs vivent dignement. Vous savez qu'il y a près de 30 fermes par jour qui disparaissent dans notre pays, près d'un suicide d'agriculteurs par jour, donc vous 30 à 40%. On veut des prix absolument encadrés, mais ce n'est pas simplement l'encadrement des prix, c'est baisser les coûts de production. Quand vous avez un modèle agricole qui dépend tellement des marchés internationaux, le soja d'un côté, le maïs de l'autre, les engrais azotés et le gaz. Donc en fait, le modèle agricole que nous portons, comme notre modèle énergétique, c'est un modèle de réduction de notre fragilité, c'est un modèle de résilience et c'est un modèle rémunérateur et qui, si les Françaises et les Français aujourd'hui sont toujours aussi passionnés par le salon de l'agriculture, c'est aussi une façon de nous repenser les pieds sur terre et les pieds dans la terre. Vous avez insisté et ça, c'est important. Sur les fermes sur les fermes qui disparaissent. Oui. Il y a aussi l'artificialisation des terres agricoles. Oui. On construit des maisons à la place des terres agricoles. Ou des zones commerciales. Ou des zones commerciales, ou des entrepôts Amazon. Tuant un peu plus nos commerces de proximité. Alors juste, est-ce que vous voulez stopper, vous, la construction de maisons ou de lotissements ? Pas forcément. C'est pas. Moi, il faut aller vers l'interdiction de détruire les terres agricoles. Donc, y compris les maisons individuelles. Donc, y compris si c'est pour créer des lotissements où il n'y a pas de service public, où on est loin du bourg, du centre-ville. Mais vous voyez bien que ce combat-là, il est à la fois la protection des terres agricoles, il est la protection de notre biodiversité, parce que les inondations, c'est souvent lié à l'artificialisation des sols, mais c'est surtout lié au fait que les logements soient accessibles en ville, qu'il y ait des commerces de proximité en ville, qu'il y ait des services publics en ville. La maison individuelle, pour vous, elle n'a pas forcément d'avenir dans les zones pavillonnaires isolées. En un mot. Il faut, quand on a ce type de construction, il faut imposer, et ça c'est dans mon projet, le fait qu'il y ait des transports collectifs qui soient disponibles. Et des services publics. Et des services publics, Merci. Parce que moi je ne veux pas piéger les Françaises et les Français dans la bagnole, dans la mobilité et les coûts en carburant. Je veux qu'il y ait des services publics et je veux qu'on soit ensemble, y compris souvent dans les centres-villes, mais des centres-villes accessibles. Merci Yannick Jadot d'être venu dans Dimanche en politique. Tout de suite, Catherine Matoche pour l'actualité de la mi-journée.